Madame Merlin, donc on est face à ce que Robert vient de décrire. On est face aussi à la digestion de ce qu'on appelle Barnier's Legacy. Donc on a l'héritage, 41 directives. On a parlé tout à l'heure d'avalanche. 41 directives. On a entre les mains une nouvelle DG Markt, finance, spécialisée. Et donc, la Commission est confrontée à trouver, à relire, à terminer le travail de Barnier et probablement à définir des moyens de recalibrer, de revisiter un certain nombre de choses sans évidemment les détricoter pour déclencher le processus de la croissance. Bien entendu, les risques sont toujours là, donc il va falloir rééquilibrer tout ça en maîtrisant les risques. Donc, sur cette base-là, quelles sont les priorités, les premières priorités de cette nouvelle DG Markt? On a maintenant un système financier beaucoup plus stable, plus résilient, plus transparent, plus solide, et cela devrait lui permettre, dans les années qui viennent, de financer l'économie de manière appropriée. Et l'exercice des stress tests et de l'évaluation des bilans conduit récemment par la Banque Centrale Européenne et par l'EBA nous conforte dans ce sentiment. Les tests sont bien passés, tout particulièrement en France, et cela montre que les efforts faits pour récapitaliser le système bancaire portent leurs fruits. Alors, dans un premier temps, à mon sens, ce qui est important, c'est assurer une certaine stabilité dans le cadre réglementaire. J'entends déjà beaucoup d'appels pour revoir certaines dispositions, recalculer, recalibrer certains ratios. Je pense qu'il faut s'avancer dans ces matières avec prudence. On a un cadre réglementaire qui est en train d'être finalisé. Il est ce qu'il est. Voyons comment il fonctionne. Et c'est uniquement sur la base de données économiques tangibles qu'il faudra éventuellement changer certaines choses. Ça m'amène à mon deuxième point, la nécessité d'une évaluation économique ex post de la réforme réglementaire conduite sous Michel Barnier. On fait des études d'impact pour chacune de nos propositions législatives, on fait ça aussi bien que possible, mais évidemment ce qui compte c'est l'évaluation ex post de l'impact effectif des mesures sur le terrain, et ce qui sera particulièrement important, c'est de faire une évaluation ex post qui lie les différents textes législatifs les uns avec les autres, afin qu'on puisse s'assurer que la réforme réglementaire a été menée de façon cohérente, sans incohérence entre les secteurs, sans trous réglementaires éventuellement, sans conflit de réglementation. Donc il va falloir mener ça de façon intelligente, avoir une approche globale, et ça va prendre du temps. On ne va pas pouvoir faire ça tout de suite. Si je prends un exemple, le texte MiFID II, il ne sera d'application que début 2017. Donc il ne faut pas s'attendre à une évaluation ex post terminée de sitôt. Mais si on veut la faire de façon intelligente et de façon globale, il faut commencer à la préparer dès maintenant. Et une fois que cette évaluation ex post aura été faite, et là mon commissaire Lord Hill l'a dit, il faudra être prêt évidemment à faire certains ajustements s'il s'avère que avec certaines dispositions nous sommes allés trop loin, ou peut-être qu'avec certaines dispositions nous n'avons pas pris toutes les garanties nécessaires afin d'assurer la stabilité financière et la protection des investisseurs. Donc ça, c'est un processus d'évaluation ex post qui va se dérouler pendant toute la commission Juncker. Troisième point, et c'est évidemment le grand chantier qui va nous occuper ces prochains mois et ces prochaines années, l'union des marchés de capitaux. Ce projet part
d'un triple constat. Premier constat, l'économie européenne est très dépendante du système bancaire, du financement bancaire, peut-être excessivement dépendante. C'est une source de fragilité. Une des raisons pour lesquelles l'économie américaine est arrivée à rebondir beaucoup plus rapidement suite à la crise, c'est parce qu'elle a pu faire appel à le financement par les marchés, alors que nous devons encore poursuivre un processus de désendettement bancaire qui a un impact important sur l'économie. Premier constat. Deuxième constat, les situations nationales sont très contrastées et on va mener ces prochains mois des travaux afin de bien comprendre quels sont les problèmes de financement, dans quel pays et dans quel secteur. Mais ce qui ressort de nos premières analyses, c'est qu'il y a dans certains pays évidemment des problèmes pour les PME et aussi des problèmes pour l'investissement à long terme. Les banques ont souvent des difficultés à prêter avec des très longues maturités. Troisième constat, malgré tous les efforts initiés depuis l'acte unique européen et le plan pour l'intégration des marchés de capitaux à la fin des années 90, on a dans l'Union européenne des marchés de capitaux qui sont encore très peu développés et très peu intégrés. Si on les compare aux marchés de capitaux américains, alors que l'économie européenne était un petit peu plus importante en termes de PIB que l'économie américaine, on a des marchés de capitaux véritablement sous-développés, quels que soient les segments qu'on prend afin de faire la comparaison. Alors que faire ? Première chose, ne pas faire l'union bancaire. La notion d'union des marchés de capitaux peut induire en erreur. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'union des marchés de capitaux, vraisemblablement, ne va pas se focaliser essentiellement sur la création de nouvelles structures institutionnelles. Les questions institutionnelles, certaines questions institutionnelles pourront peut-être être traitées, mais l'objectif est vraiment de voir très concrètement, très pragmatiquement, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le fonctionnement des marchés afin de développer les marchés de capitaux et de développer le financement par les marchés de façon générale. Le parallèle avec l'union bancaire doit être évité aussi, tout simplement parce que l'union des marchés de capitaux est un projet à 28, évidemment. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de lancer ce projet dans la zone euro uniquement en laissant la City à l'extérieur du projet. Donc on veut faire ça à 28, ce qui aura évidemment un certain nombre de conséquences pratiques et politiques pour le projet. Alors, comment est-ce qu'on approche les travaux sur l'union des marchés de capitaux ? Je dirais qu'il y a trois angles d'attaque principaux. D'abord, on va regarder le fonctionnement des marchés, essayer de comprendre pourquoi il y a encore beaucoup de friction dans les chaînes de transactions, pourquoi il y a encore beaucoup de distorsions dans l'allocation du capital dans l'Union européenne. On va s'intéresser à certains segments du marché, à certains produits fonctionnés au niveau national mais qui ne fonctionnent pas bien au niveau européen. Je peux penser aux obligations sécurisées, je peux penser au private placement, je pense évidemment aussi à la titrisation qu'on souhaite, en tandem avec la BCE, relancer dans l'Union européenne. Donc il y aura une approche produit importante dans cette union des marchés de capitaux. Deuxième angle d'attaque, les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger, mais aussi mieux éduquer les investisseurs afin qu'ils investissent davantage dans les marchés de capitaux dans l'Union européenne? Et comment peut-on faire en sorte que les investisseurs de détail aient accès à des possibilités d'investissement plus larges que ce n'est le cas à l'heure actuelle dans beaucoup de pays. Je pense ici notamment aux OPCVM. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour vraiment ouvrir le marché des OPCVM et faire en sorte que les investisseurs de détail aient un choix large d'OPCVM à leur disposition, avec des coûts aussi et des frais plus bas qu'ils ne sont actuellement. On observe que les coûts pour les OPCVM dans l'Union européenne varient énormément.
et ils sont aussi en moyenne beaucoup plus importants dans l'Union européenne que ce qu'ils sont aux États-Unis. Enfin, troisième angle d'attaque, un angle d'attaque entreprise-projet. On veut essayer de comprendre secteur par secteur, catégorie d'entreprise par catégorie d'entreprise, quels sont les problèmes de financement, quelles en sont les causes et comment on pourra y remédier. On voit déjà se dessiner quelques priorités. Une première priorité, à mon sens, le capital risque, particulièrement sous-développé dans l'Union européenne par rapport aux États-Unis. Ça marche pas mal dans certains pays, notamment en France, mais à l'échelle de l'Union, ça marche mal, et dans certains pays, c'est tout à fait inexistant. Deuxième priorité, comment permettre aux PME de moyenne taille d'accéder au marché de capitaux et de se libérer un petit peu du financement purement bancaire. Là, on a une situation qui n'est pas bonne dans l'Union européenne, et les PME rencontrent beaucoup de difficultés afin de faire appel au marché. On va voir ce qu'on peut faire à cet égard. Troisième priorité, évidemment, les infrastructures et le long terme. Cela sera également couvert par le plan d'investissement que M. Juncker devrait annoncer cette semaine à Bruxelles. Un dernier mot, il y a un défi qu'il va falloir gérer. M. Hoffel a mentionné l'avalanche réglementaire qui n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de mesures de niveau 2 qui doivent être adoptées. Elles sont très lourdes, elles sont très conséquentes. Du coup, il y a une demande bien compréhensible de stabilité du cadre réglementaire, voire de dérégulation. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Est-ce qu'on va pouvoir faire l'union des marchés de capitaux sans réglementer, voire en dérégulant? Ça ne va pas être facile, parce qu'on va sans doute s'apercevoir que dans beaucoup de domaines, il y aura un besoin de davantage d'harmonisation afin de traiter les distorsions dans l'allocation du capital qui existe actuellement dans l'Union européenne. Donc là, politiquement, il y a quelque chose qui sera délicat à gérer. Il va falloir faire cette union des marchés de capitaux avec d'autres mesures que simplement de la réglementation. Et quand on fera de la réglementation, il faudra évidemment qu'elle soit vraiment bien ajustée, bien pensée. Sinon, le soutien politique pour ce projet pourrait s'affaiblir.